Vostra. Sur l'IA, on est allé trop vite, en fait, et donc on est allé trop loin. C'est pas moi qui le dis, c'est les startups d'IA. On leur impose des contraintes, c'est pas possible. Quand tu es une startup, que tu es 5 personnes, surtout en France, c'est pas des grosses équipes. Une startup aux États-Unis, ça démarre à 100 personnes. Une startup en France, ça démarre à 3 ou 4. Donc c'est pas les mêmes moyens. Donc ça met des lourdeurs à la fois de process et à la fois réglementaires, des obligations légales à respecter pour des petites entreprises qui vont passer sur une journée de travail 70% de leur temps à réfléchir si elles sont dans les clous et 30% à innover. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Colombin, host notamment du podcast Monde Numérique. Jérôme, bienvenue sur Mediarama. Bonjour François, merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Voilà, alors je disais, tu es host d'un podcast, on va faire ton parcours, mais l'idée aujourd'hui de te recevoir, c'était un peu de parler d'IA notamment, qui est un peu un de tes sujets de prédilection, et puis mais un peu de prospective, un peu de journalisme tech, avec un regard critique mais accessible. C'est ce que je voulais en tout cas qu'on essaye d'avoir aujourd'hui. Rapidement, donc je parlais de ta présentation. Tu es journaliste tech donc depuis plus de 20 ans. Tu es passé chez France Info. Ouais. Tu as cofondé la chaîne Techno qui était devenue 01 TV, puis le fameux Tech & Co. Et donc aujourd'hui, tu es host du podcast Mon Numérique. Donc a priori, tous ces sujets de tech, d'IA, de prospective dans le monde des médias, c'est des choses que tu connais bien. Oui, la tech, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, si je puis dire. Ouais. Et ça date maintenant. Et comme au départ, j'étais journaliste généraliste, je traitais plein de sujets, mais je me suis assez vite spécialisé là-dessus, à une période en plus qui était magique, et qui continue aujourd'hui. Ça s'arrête jamais quelque part. Ça ne s'arrête jamais, mais il y a vraiment eu le tournant fin des années 90, arrivée d'Internet, démocratisation de l'ordinateur. Moi, quand j'ai commencé à parler d'informatique, on n'avait pas d'ordinateur dans les foyers. Ouais. Et aujourd'hui, on en a tous un dans la poche. Ouais, et extrêmement puissant avec des fonctionnalités. Donc c'est vrai que t'as couvert un peu toute cette révolution numérique, notamment dans les médias. Alors aujourd'hui, je disais, t'as ce podcast. C'est quoi peut-être ton plus grand souvenir, ou qu'est-ce que tu retiens un peu toutes ces années passées dans des rédacs? Écoute, évidemment, beaucoup de choses, c'est une banalité de dire ça. Je pense que c'est un terrain d'opportunité fantastique, et en même temps, c'est un domaine qui a toujours un peu fait peur, parce que tout ce qui est modernité, ça veut dire changement. Quand on connaît pas et qu'on n'a pas d'appétence particulière, on peut être un peu effrayé. Et effectivement, moi, je me souviens avoir imposé un ordinateur pour la première fois dans une rédaction. Je travaillais à Bordeaux à l'époque, et j'avais fait de manière un peu violente en disant mais vous allez voir, c'est super. Et donc j'avais commencé moi à montrer l'exemple, à faire du traitement de texte, et puis un jour je crois que j'ai enlevé les machines à écrire et je leur ai dit tiens essayez. Maintenant c'est tout sur voilà. Alors que c'est un peu violent. C'est un peu violent, mais je sais plus où c'était le fichier des contacts, c'était peut-être plutôt ça. Voilà. Alors que j'avais pas de pouvoir hiérarchique, mais j'essayais d'entraîner quoi. Et puis voilà. Et donc ça c'était le début. Et aujourd'hui on voit que c'est un peu le même mécanisme avec l'IA. C'est des opportunités, on va en parler, fantastiques, des tas de choses, mais en même temps, ça suscite évidemment quelques inquiétudes. Et aussi, sans même parler d'inquiétude, des interrogations, parce qu'on est tous logés à la même enseigne. On sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, cette histoire-là. On sait pas trop où on va. Ouais, surtout en ce moment, notamment sur l'IA, qui sera quand même le thème central un peu de l'épisode, qui redessine un peu aussi notre rapport à la tech. Alors, avant qu'on entre vraiment sur le sujet IA, tu dis souvent que la technologie, tu l'observes avec curiosité, mais aussi avec lucidité. Et quand on parle donc aujourd'hui d'IA, et on en parle tous les jours, est-ce qu'on est dans une vraie révolution, ou est-ce qu'il y a un emballement parce qu'on imagine des possibles, etc.
C'est une vraie révolution. Ce qui est une révolution, c'est surtout l'accessibilité. ChatGPT, fin 2022, ce que ça a changé, c'est que tout le monde, tout d'un coup, a pu utiliser ces outils qui sont d'une puissance incroyable, mais qui existaient déjà et que les scientifiques utilisaient déjà. C'est pour ça, d'ailleurs, que les grands pontes de l'IA, quand tout le monde s'est emballé pour ChatGPT, ils regardaient ça un peu en torsant le nez, en disant « Moi, mais nous, on connaît tout ça. » Oui, ok, vous connaissiez, les amis, mais le grand public ne connaissait pas et lui, il ne pouvait pas l'utiliser. Donc, la révolution, c'est l'IA en elle-même, ce que ça permet, et surtout, on parle de l'IA générative, mais deux, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est totalement accessible, et ça a été à une vitesse phénoménale. C'est gratuit, etc. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là. Après, est-ce qu'il y a du buzz ? Forcément, il y a du buzz. C'est ce qu'on appelle la courbe de la hype de Gartner, tu connais. Voilà, ça, au début, ça s'emballe. On imagine des choses qui sont forcément au-delà de ce que ça pourra faire vraiment. Donc après, ça redescend, il y a une déception. Et puis après, ça remonte un peu et on trouve le palier. Ça s'installe et on trouve la vitesse de croisière. Ouais. Mais c'est vrai que la rapidité, j'en ai un tout petit exemple. VO3, qui est le moteur vidéo d'IA générative de Google, qui a été annoncé, il me semble, à leur conférence développeur c'était il y a quelques semaines. Il y a un mois à peu près. Et j'ai vu sorti la première pub faite avec pour une carte de crédit aux États-Unis plutôt conservateur, mais avec vraiment une pub 100% IA réaliste. Tu sais pas qui joue sur les défauts de l'IA ou en mode hyper créatif, etc. Et donc en un mois, sortie de la techno et une pub en exploitation, etc. Incroyable. Tu te dis, c'est hallucinant, quoi. Ça va vraiment très très vite, effectivement. Il n'y a plus de barrière. On va parler évidemment donc de ChatGPT, notamment face à Google, parce que je pense que c'est un sujet qui est intéressant pour les médias et à la fois pour tout le monde, parce que c'est un changement un peu de paradigme. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin du moteur de recherche tel qu'on connaît, nous, depuis 20 ans? Je vais sur Google, je tape ma recherche, j'ai mes résultats. Je pose cette question parce qu'évidemment, pour les médias, il y a tout l'enjeu derrière des liens, de la visibilité. Est-ce qu'il y a un vrai changement de paradigme là-dessus? C'est la vraie question du moment, ça. Est-ce que le search va être remplacé par le chat, en gros? Au lieu d'aller sur Google et de poser une question à laquelle, en guise de réponse, on aura une liste de liens, est-ce qu'on va remplacer ça par ChatGPT qui nous fait des phrases, qui nous flatte, qui nous donne toujours raison et qui de plus en plus nous donne des informations extrêmement pertinentes, au début pas sourcées, aujourd'hui sourcées. Il y a même certains moteurs comme Perplexity qui sont encore plus fins sur les sources qu'ils peuvent donner, donc qui sont encore plus fiables d'une certaine manière. Et on voit bien que Google est très, très, très inquiet par rapport à ça. Ouais. Ils sont inquiets depuis le premier jour parce qu'ils l'ont compris avant tout le monde. Ils ont essayé de rattraper, ils essayent de rattraper. En plus, Google, il ne faut pas oublier que ce serait quand même dommage pour eux que ça leur échappe parce que c'est eux qui ont inventé ça. Ouais. C'est Google qui a inventé ce qu'on appelle l'architecture, le moteur Transformer qui a permis... Transformers, voilà. Qui était fondateur dans l'avènement de l'IA générative. Tout à fait. Donc ce serait vache pour eux que ça leur échappe. Mais il n'empêche qu'ils sont super inquiets. C'est pour ça qu'ils ont introduit et qu'ils introduisent au fil du temps. Alors ils ont leur propre LLM, ils ont Gemini, etc. Et donc ils ont introduit Overview AI. Dans les pages de résultats de Google, quand on tape une requête, on a des petits résumés. On a des petits résumés générés par une IA donc générative en l'occurrence, qui déforme aussi quelque part le search tel qu'on le connaissait. Donc ils essayent d'imposer ça. Ils en sont où du déploiement d'ailleurs? Alors je crois que c'est pas en France pour l'instant, puisque nous en France on a toutes ces innovations un peu en retard et de plus en plus souvent en retard pour des raisons de réglementation. Moi j'en parle souvent dans Monde Numérique parce que c'est à la fois c'est très ambivalent. Quelque part il y a une espèce de fierté. Voilà, la France et l'Europe imposent des cadres qui ensuite parfois sont repris dans d'autres pays. Et puis en même temps, bien quand on regarde dans le détail, ça commence à poser problème parce que ça freine des startups et ça freine des usages. C'est pour ça qu'Apple, Meta, Google ont renoncé à lancer des services en France ou en Europe parce que à cause des questions de réglementation. Donc, pour répondre à ta question sur où ça en est, c'est en train d'arriver petit à petit. Mais au-delà de ça, c'est pas parce qu'ils l'ont lancé aux États-Unis que ça, ou même ailleurs, que ça va passer comme une lettre à la poste. Parce que le nerf du problème, c'est ça, c'est comment les éditeurs de contenu qui sont derrière vont pouvoir tirer leur épingle du jeu.
Parce que déjà, on se souvient des des batailles précédentes de Google qui aspiraient les contenus, qui donnaient, c'était pas encore des résumés générés par IA, mais c'était des espèces de copier-coller, petits snippets, effectivement, qui te permettaient d'avoir l'information directement sur ta page de recherche sans avoir à aller consulter le site du média ou la source. Et c'est tout le problème. Si on va plus chercher si on va plus sur le média, on voit plus les pubs, et donc ça démolit, et ça pose problème pour le modèle économique des médias. Ou on s'abonne pas, ou si on va pas sur le site, il y a aucune chance d'afficher une pub ou de s'abonner, quelque part. Exactement. Et ça change quoi dans notre accès à l'information, de se dire que demain les gens, et je crois que c'est le cas des jeunes, j'ai plus la stat, j'avais vu passer cet article, j'aurais dû le mettre, mais que les jeunes vraiment, eux, utilisent vraiment les ChatGPT pour aller chercher de l'info. C'est normal. Mais écoute, moi j'ai installé ChatGPT et puis surtout le mode vocal. J'ai mis un raccourci sur mon écran verrouillé de mon téléphone. Donc en fait, j'ai un clic pour lancer le chat vocal de ChatGPT, et qui me sert alors un petit peu pour aller chercher de l'information, mais surtout pour des trucs tout bêtes. Ce qu'on fait, c'est il faut combien de temps pour faire des œufs mollets, comment est-ce que on change une batterie de voiture, enfin des trucs comme ça. Et donc, c'est vrai que les usages peuvent aller très, très, très vite. Maintenant, est-ce que l'un va remplacer l'autre ? Ça, c'est une grande leçon, moi, que je tire de toutes ces années à observer la technologie. C'est que souvent, il y a des choses qui se superposent, mais qui ne sont pas forcément remplacées. Il y a 1000 exemples. Est-ce que le CD a tué le vinyle ? Oui, dans 90% des cas, mais il y a encore un petit marché de niche pour le vinyle. Alors qu'il n'y a plus de CD. Alors qu'il n'y a plus de CD, oui, c'est vrai. En plus, c'est le streaming. Ouais. Donc, toutes ces choses-là, je pense qu'au moins à court terme, ça va cohabiter. Ouais. Et il y aura les deux. Le Google classique, parce que parfois, ce sont des liens qu'on cherche. C'est tout simplement un site web, tu tapes le nom d'une marque, tu as envie de voir les 4-5 sites qui vont ressortir, ou les 4-5 pages qui vont ressortir à propos de cette marque, de ce nom de cette société. Ouais, mais est-ce que c'est pas un réflexe, entre guillemets, de vieux? Ouais, tu vois. certainement. Oui. Je veux dire, en fait, quand tu veux l'information, parce que demain, si tu intègres du shopping sur ChatGPT, tu cherches ça, il te dit, c'est ça qu'il te faut, en fait, et puis c'est de l'information à snacker comme ça, sans aucune critique ou comparaison ou travail un peu que nous on faisait, un peu en ouvrant tous les liens sur les onglets, etc. Je sais pas si vraiment demain, les gens vont encore avoir ce réflexe de le faire, quoi. Non, je pense que ce sera complémentaire, ce sera un truc de boomer, mais enfin, il y a plein de choses qui fonctionnent comme ça par segmentation d'âge. Il y a encore des gens qui regardent la télé. Oui, bien sûr. Et beaucoup de personnes, en l'occurrence. Oui. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce paradigme de se dire que ça devient la porte d'entrée du web, comme aurait pu l'être à un moment donné Facebook, on avait le même truc. J'ai cette stat, ChatGPT, c'est le 5e site le plus visité au monde. Facebook, il y avait un truc, c'est qu'il fallait être connecté. Et encore aujourd'hui. Donc, ils essayaient de faire un web dans le web avec une porte d'entrée. Et tandis que ChatGPT, on peut aussi être connecté. Mais c'est un peu plus facile à utiliser. Ouais, c'est clair. Et je posais la question, tu y as un petit peu répondu, mais est-ce que l'IA va désintermédier les médias ou au contraire leur donner un rôle nouveau ? Il y a toutes ces discussions qui sont en cours, il y a des accords qui sont passés, etc. C'est quoi ton sentiment, toi, là-dessus ? Écoute, moi, j'ai pas de boule de cristal et je pense que je suis pas trop mauvais pour observer et décrypter en temps réel, mais je suis nul pour prédire l'avenir. Y a plein de choses dont j'étais persuadé qui ne se sont pas produites et inversement, des choses que j'ai pas vu arriver. Donc vraiment, je suis très humble à ce niveau-là et je vais te décevoir, mais je vais pas te dire ce qui va se passer. En revanche, je peux te dire ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la désintermédiation ? Ça dépend ce qu'on entend par là. Il y a ce dont on vient de parler, donc effectivement pour l'accès à l'information, ChatGPT prend sa place. Après il y a la question de la production, la fabrication de l'information, peut-être qu'on en parlera. On va en parler un peu après. Et puis il y a toutes les données, toute la dimension économique qui est derrière. Moi je pense qu'à plus ou moins brève échéance, ça va être des plaques tectoniques parallèles en fait. Ça va continuer à. Il y a encore de la place aujourd'hui pour des médias. On le voit, le podcast, ça c'en est un exemple type, qui n'a pas besoin de l'IA pour être mis en avant, qui vit sa vie tout seul. Oui, en parallèle effectivement. Et voilà.
Donc, je pense que c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. On le savait, franchement, celui qui aujourd'hui sait exactement ce qui va se passer dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, mais c'est le consultant le plus riche de la place de Paris. Ou même personne ne le croirait forcément, parce que c'est vrai que ça bouge tellement que c'est un peu compliqué. Après, tu peux aussi trouver beaucoup de gens qui vont dire n'importe quoi avec beaucoup de certitude. Hein. Oui, il y en a un peu dans ce monde du journalisme tech. Et justement, comment toi, tu parles de l'IA au grand public sans tomber dans du sensationnalisme? Alors, ça, je pense qu'il... Comment dire? Parce que tu pourrais justement dire n'importe quoi ou faire machin, etc. Comment t'essayes? Je le dis un petit peu. Je fais un peu. Mais je le fais un petit peu, c'est inévitable. Ouais. Ça, depuis la radio. Mais c'est une question de dosage. Il faut le faire un petit peu, mais pas trop. Ouais. Il ne faut pas, effectivement, tu as certains sites web qui te sortent des news comme ça, stupéfiantes, avec des superlatifs, et puis qui ne nuancent pas vraiment. Donc, moi, je vais peut-être faire un petit peu mousser tel ou tel sujet, mais déjà, souvent, moi, j'ai beaucoup d'interviews dans le monde numérique, donc c'est pas forcément moi toujours qui prends la parole pour affirmer des choses, ce sont mes invités. Ouais. Évidemment, c'est ceux qui ont des propos forts qui sont souvent les plus intéressants. Et puis après, on peut contredire, on peut mettre en perspective, etc. Donc, je pense que l'IA, effectivement, quand si tu as un média très, très, très grand public, tu es obligé de frapper les esprits. Et donc, c'est là où tu vas en rajouter, en faire des tonnes. Si à l'inverse, c'est un média scientifique, on va tout démolir. Et voilà. Moi, je suis exactement entre les deux. Depuis le début, depuis que j'étais à France Info, j'essaye de tenir une ligne de crête qui est que ma maman, quand elle m'écoute, elle comprenne à peu près ce que je dis. Et en même temps, un développeur, un ingénieur, un chercheur ne soit pas complètement trahi dans la réalité de ce qu'il fait au quotidien, quoi. Et le format du podcast, justement, ça marche bien pour ça? Ah, moi, je trouve ça formidable. Ouais, c'est formidable. C'est un peu pour ça que j'ai quitté la radio, où j'aimais bien France Info. J'avais une notoriété forcément sur un média national qui est très conséquente. Mais j'étais extrêmement bridé à plusieurs points de vue. D'abord, les formats sont très courts. Donc, moi, je faisais 2 minutes 30 par jour. Oui, quand tu vois les formats un peu des podcasts, etc., effectivement, 2 minutes 30, ça doit être ciselé au mot près, quoi. Ah, exactement. Ah, oui, le moindre mot, la moindre respiration, la moindre virgule est importante. Mais après, c'est un super exercice. Oui, bien sûr, que j'adore. Mais le podcast, c'est par rapport à ça, évidemment une liberté. Et moi, j'en profite beaucoup. Mais j'ai gardé tous mes vieilles habitudes de la radio, où en général, moi, c'est encore assez ciselé aussi, comme tu dis. Ouais. Tout n'est pas écrit au mot à mot. Mais il m'arrive souvent de couper, de reprendre, parce que c'est pas le bon mot, c'est pas le bon adjectif, c'est pas le bon truc. Donc etc. Toi, tu reprends tes propres... Je reprends mes propres propos, parfois aussi ceux de mes invités, pour que le discours soit propre, clair, etc. Mais évidemment, on a un espace beaucoup plus grand. Et justement, on peut faire passer toutes ces nuances. Donc tu peux faire une accroche un petit peu spectaculaire, qui va faire tendre l'oreille à l'auditeur. Bon, ça, capter son attention. C'est l'histoire de la presse. Bien sûr, il faut des titres, il faut des manchettes. Exactement. C'est une question de curseur. Exactement. Et il ne faut pas tomber dans l'excès qui est le titre putaclic. Ouais. Et puis, ce qui est gênant, c'est quand on n'y comprend rien. Donc, après, on va raconter n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Et le podcast permet toutes ces nuances. C'est ça qui est formidable dans le podcast, c'est qu'il offre ce qui manque le plus aujourd'hui dans les médias, mais dans la vie publique d'une manière générale, ce sont les nuances. Ouais. On ne rentrera pas dans d'autres débats. Non, mais c'est hyper important. C'est un peu ça. Et le temps long le permet justement. Exactement. Parce que tu peux un peu creuser ces sujets. C'est tout l'inverse du snacking de contenu. Alors, c'était pas l'objet de cet épisode, mais c'est vrai que j'avais eu ces questions avec plusieurs invités en leur disant comment est-ce que tu peux, sur une vidéo de 15 secondes, faire passer des vraies idées, relater des faits qui sont complexes, etc. sur des stories. Moi, ça me rend toujours un peu dingue, tu vois. Alors on peut faire des choses. Oui, tu donnes une info, mais il n'y a pas de décryptage, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de nuance. Écoute, ma femme travaille dans les réseaux sociaux sur des sujets très compliqués de géopolitique, et elle arrive en 5 cartes Instagram à faire passer des trucs, mais comme tu dis, c'est ciselé. Il y a du travail. Au près, il y a du boulot. Il y a du boulot. Comment tu sélectionnes, toi, tes sujets? Parce que tu ne parles pas que d'IA, hein. Je voulais parler un peu quand même de monde numérique. C'est en fonction de l'actu, de tes intérêts. Comment tu travailles un peu sur ce côté édito?
C'est vraiment très large. C'est la tech au sens très large. Donc, ça peut être... évidemment, c'est l'IA qui domine depuis 3 ans. À une époque, notamment quand j'étais sur Tech & Co. et sur 01net, et puis la chaîne avec François Sorel sur la chaîne Techno, on était très produit et très smartphone. C'était le grand âge des smartphones. Exactement. C'était l'heure de gloire des smartphones, de l'iPhone et tout ce qui était avec. Il y a eu, encore avant, c'était beaucoup plus les logiciels et autres. Donc, il y a des tendances, mais du coup, mon spectre, moi, est très large. Il est beaucoup moins produit aujourd'hui, même si, ce matin, là, j'ai fait un épisode sur les annonces d'Apple parce qu'il y a toujours de l'attente par rapport à ça. Un peu décevante, par ailleurs. Ouais, un peu décevant. Il y a un super papier de Casey Newton, je ne sais pas si tu connais, qui est une newsletter platformer, et effectivement, qui rappelait, alors, à quel point ils sont un peu en retard sur l'IA notamment et la déception autour de Apple Intelligence. Ils ont un gros problème. On peut revenir justement sur l'IA. Ils sont. Et pour faire oublier ça, ils sortent un truc sur le design en disant regardez, on a entièrement refait le design de nos appareils. Ok, c'est très beau, vous êtes Apple, c'est bien, on vous attend là aussi, c'est vrai, mais ça suffit pas, les mecs. Siri ne comprend pas ce qu'on dit. J'ai failli te le dire tout à l'heure quand tu parlais que tu avais mis ton raccourci ChatGPT sur ton iPhone, et en fait je disais Siri il est pas capable de te le faire, quoi. Complètement à la ramasse, Siri. C'est hallucinant, ça. Hein. Une boîte, pareil, on pourrait en parler des heures, mais comment une boîte avec autant de moyens et des mecs payés pour réfléchir et un peu anticiper tout ça sont à ce point à la ramasse. Je pense aussi qu'ils sont victimes de leur souci, de leur défaut principal, qui est la recherche de la perfection. Ouais. Apple n'a jamais vraiment innover au sens d'être les premiers à lancer un truc. Quitte à ce que ce soit bancal. Exactement. Ils étaient les premiers à lancer quelque chose parfait qui allait pouvoir toucher le plus grand nombre. Et sur l'IA, il y a encore des choses qui ne sont pas parfaites. Google s'est pris les pieds dans le tapis quand Google a fait, on en parlait tout à l'heure, ses premières démonstrations de search par IA, c'était une catastrophe. Le moteur répondait n'importe quoi, ses problèmes d'hallucination, etc. Donc je pense que Apple, ils ont un peu ce problème-là. Et un autre problème aussi, c'est que côté privacy aussi. Oui, exactement. Tu vois, ce côté, en fait, nous, on conserve vos données, on les exploite pas. Si tu fais un partenariat avec ChatGPT ou d'autres, c'est... Et là, ils n'ont pas maîtrisé. Après, je connais bien Luc Julia, qui est le co-inventeur de Siri. De Siri. Et qui intervient régulièrement dans Monde Numérique et qui me dit oui, mais attention, parce que Apple, c'est que ça, c'est un diesel, Apple. Il démarre très tard, c'est très lent, c'est très mou, mais après, quand ils s'y mettent, ça va cartonner. C'est le rouleau compresseur. Lui, il est plutôt serein. Oui, il est plutôt serein. Alors, il est plus partie prenante dans Siri, mais bon, ça lui parle, évidemment. Ouais. Et il est le premier à reconnaître que Siri est complètement perdu. Enfin, c'est une vieille dame, comme il dit, Siri, ou un vieux papy, il dit. Mais tout n'est pas perdu pour Apple. Et en plus, d'après lui, le partenariat avec ChatGPT n'est pas idiot parce que ça leur permet de connaître toutes les requêtes qu'effectuent les gens. Ah, et d'avoir de la data sur l'usage. Et voilà. L'utilisation. Tout à fait. Et donc, ils seront encore meilleurs le jour où ils seront totalement autonomes et avec un Apple Intelligence avec des vrais LLM performants derrière. On l'espère. Moi, je suis plutôt Apple fanboy de base, donc j'espère. J'ose pas le dire, mais moi aussi. Et d'ailleurs, à propos de Luc Julia, mini digression, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à regarder cette série sur Arte, Silicon Fucking Valley. Super, qui est elle est en super. 5-6 épisodes, c'est assez court, où on le suit un peu dans la vallée, justement, et ça a l'air d'être un personnage assez rock'n'roll. Ouais, il est très cool. Écoute, il est très marrant. Parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, donc il a un côté un peu ronchon. Alors les gens qui ne comprennent pas ça disent ouais, en fait, il est aigri. C'est pas qu'il est aigri, c'est qu'il est rentre dedans. Ouais, il est rentre dedans et puis on lui fait plus, quoi. C'est pas un jeune perdreau, donc en fait, il voit un peu les ficelles quand elles sont grosses. Et il etc. adore, il est fan, il est ultra geek. Exact, ça se sent en tout cas. Donc je mettrai le lien vers la série qui est encore dispo sur Arte. J'ai regardé ça j'avais reçu la semaine dernière. Les 2 auteurs de cette série dans Monde Numérique, justement, pour qu'ils nous racontent un peu comment ils avaient fait. C'était une belle série. J'allais dire, belle petite série. C'était l'expression de ma grand-mère, ça. Parlons un peu de la fabrique de l'information, comment on produit avec l'IA. Et peut-être en prenant... toi, en exemple, à quel point est-ce que c'est un outil de production pour toi, l'IA, aujourd'hui ? Alors, tu vois, je suis un bon élève. Moi, j'ai pris mes petites notes. Je travaille toujours avec beaucoup de notes. Et j'ai noté parce qu'il y a plein de choses pour répondre à ta question. Effectivement, j'utilise l'IA à plein d'étapes pour mon podcast. Depuis peu de temps, en réalité, parce qu'il a fallu du temps pour le mettre en route.
Et je l'utilise en gros pour 3 choses pour on va dire pour de la créativité. Donc c'est des idées, préparer des interviews, etc. Ou même de la créativité graphique, faire des images. Ensuite, c'est de la productivité, donc pour vraiment m'aider à fabriquer les trucs, et puis aussi pour améliorer la qualité d'une certaine manière. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, moi je fais des interviews audio comme toi, et ensuite j'ai une déclinaison écrite. Évidemment, il faut ce qu'on appelle les show notes, hein, le texte de description qui accompagne le podcast. Mais moi, je vais un peu plus loin. Sur le web, j'essaye d'en mettre un peu plus. Et puis, j'ai une newsletter dans laquelle, par exemple, je transforme mes interviews orales, qui peuvent être plus ou moins longues, en 3 questions comme on pourrait trouver. Que tu reformules, une espèce d'extract, ou non, c'est un peu les C'est complètement reformulé. Ok. C'est complètement reformulé. Et ça, eh bien, depuis peu, je le fais avec ChatGPT. Donc, tu lui donnes le transcript exhaustif de l'épisode et tu lui dis, sors-moi 3 temps forts, tu me reformules en X signes. C'est ça. Je lui ai fait un GPT, donc un petit truc, petit agent, un petit agent préprogrammé avec un certain nombre de consignes. Tu commences par ça, tu me fais 3 ou 4 questions, tu prends les moments essentiels, etc. Et 90%, enfin 9 fois sur 10, c'est excellent. Bon, peut-être 8 fois sur 10, on va dire. Ouais, mais tu t'en rends compte quand ça n'allait pas, tu le remontes de reformuler, et puis c'est bon, il tape juste, toi. Donc je repasse par derrière. Ce qui est d'ailleurs l'utilisation de l'IA la plupart du temps dans les médias. Tout ce qui est résumé, compréhension, reformulation, etc., là, ça marche évidemment très bien. Il n'a pas à inventer quelque part. Tout à fait. Et ça, je m'en sers. Et alors évidemment, il peut générer des posts aussi, hein, c'est ce qui se fait beaucoup. Ouais. Et puis, ça, c'est pour la partie écrite. Et pour l'audio, je trouve que c'est aussi intéressant parce que tu peux aujourd'hui, tu as Auphonic que tu connais, bien entendu, mais qui est cet outil en ligne qui permet de retraiter le son après les enregistrements. Qui a une interface dégueulasse. C'est des Allemands, ça rigole pas, on a l'impression d'être dans une usine automobile à Stuttgart. Mais ça marche. Mais ça marche super bien, et derrière, tu as des algos d'IA qui sont, quand tu commences à les trifouiller un peu dans les paramètres, tu t'aperçois que tu peux enlever les... Alors ça se fait depuis longtemps, mais avant, il fallait bidouiller à la main, enlever l'arrière-plan, mais pas la musique, enlever l'arrière-plan et la musique, enlever la reverb, laisser 6% de reverb, 12% de reverb. Et tout ça, c'est des choses, tu peux vraiment bonifier ton enregistrement. Donc moi, je passe tous mes enregistrements, comme beaucoup de podcasteurs, dans cette moulinette. En plus, tu me disais que tu enregistrais beaucoup, toi, à distance. Moi, je l'ai fait un peu sur Mediarama. Le résultat était souvent décevant. Au-delà du manque de contact humain, tu vois, ça, c'est un autre sujet, etc. Mais le résultat était souvent un peu dégueu. Tu arrives vraiment à changer la qualité et rendre ça vraiment agréable à écouter? Je pense que la plupart du temps, je sauve les meubles, y compris quand c'est pas bon. Parce qu'effectivement, quand tu dis aux gens, bon, on a rendez-vous tel jour à telle heure en visio, et notamment en France, ça c'est un truc qui est un peu énervant, il y a très peu de gens qui sont équipés avec un micro. Aux États-Unis, tout le monde a un micro. Parce qu'ils font tout le temps, soit ils font du jeu en ligne, soit ils font souvent du podcast, soit ils font des visioconférences. Ils ont tous une bonne qualité sonore. En France, mais c'est très rare, les gens qui ont un micro sur leur bureau à côté de leur ordinateur. Donc ça, premier problème. Et du coup, c'est vrai que souvent, mais oui, mais c'est bon, j'ai l'oreillette. J'ai l'oreillette Bluetooth, donc c'est une horreur. Ou alors le pire, c'est on a un truc dans la salle de conférence, on fait des... Alors, un Jabra. Un Jabra. C'est pire que tout, parce que là, t'as l'impression d'être dans une caverne avec... Bon. Mais écoute, même avec des sons dégueulasses, on arrive à sortir quelque chose qui est audible. Parfois, c'est excellent. Quelquefois, c'est passable. Mais enfin, on arrive à sauver les meubles. Du coup, je suis un peu moins exigeant vis-à-vis de mes interlocuteurs sur l'équipement, en fait. C'est vrai qu'au début, moi, je leur envoyais à chaque fois une liste d'instructions. Il faut absolument un casque avec un micro de gaming, etc. J'ai eu des gens, effectivement, qui étaient juste sur leur Mac, sans rien, tu sais. Genre alors, le micro du MacBook, sur les dernières générations, est très, très bon. Si tu ne parles pas trop loin et ensuite tu le passes dans Auphonic, c'est excellent. Okay. C'est excellent. Et ensuite, sur le... Alors, il y a Auphonic, il y a de l'IA derrière, mais il n'y a pas que ça et tout. Mais il y a aussi, tout ce que tu peux faire pour produire, pour générer du contenu audio. Et moi, à une époque, je faisais... Alors moi, évidemment, en tant que petit podcasteur, je suis quasiment seul. Bon, en ce moment, j'ai un stagiaire, etc. Mais sinon, je suis seul, donc j'ai encore plus besoin d'aide et d'assistance. Et donc, il faut vraiment... J'ai tout intérêt à mettre en place un process où je peux gagner du temps, surtout que je publie un épisode par jour. Donc, il faut produire, il faut industrialiser le truc. Et tous ces outils sont très utiles pour ça.
Et pareil, pour prendre la parole dans le podcast, j'ai une séquence news en début d'émission, dans mon émission du samedi. Et à une époque, je faisais faire ça par une voix synthétique que j'avais trouvée sur Eleven Labs. Alors ça me fait rire parce que c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas qui a mis sa vraie voix. C'est un vrai animateur de radio parce qu'après, je l'ai interviewé, je l'ai appelé. J'ai dit, c'est génial. On a fait une interview, on a parlé de ça. Et aujourd'hui, je le retrouve partout. C'est lui qui avait fait les voix de l'équipe pendant les Jeux Olympiques. Ouais. C'est lui on retrouve sa voix sur des shorts sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est fou. Parce qu'il a une très bonne voix et en plus, il a une intelligence il propose plusieurs tempo, tu as le truc très présentateur de news, tu as le truc plus narrateur, un peu soft, etc. Donc tu vas sur Eleven Labs, tu tapes ton texte, tu fais ton copier-coller et il te sort la piste audio. Voilà. Et les gens aimaient bien. Mais il l'entendait quand même que c'était où tu l'annonçais à chaque fois. Moi, je l'annonçais. Voilà. Ouais. Moi, je l'annonçais. À chaque fois, je l'annonçais. Tu vois, de dire, et puis, complètement. Et vous me dites ce que vous en pensez, quoi. J'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté parce qu'après, j'ai pris une vraie pigiste. Donc, c'était mieux, c'était plus riche. Ouais. Et puis aujourd'hui, finalement, je fais tout seul et bon, et pour X raisons, je suis plus maître finalement du produit fini. Mais je trouve que c'était intéressant. Ouais, et aussi, ce qui est pas mal, c'est de voir la réaction des auditeurs. Parce que c'était aussi expérimental. J'ai fait ça, je crois, il y a 1 an ou 2. Enfin, c'était en 2024 ou 2023. Et les réactions des auditeurs étaient vraiment 50-50. Tu avais des gens qui supportaient pas. Mais c'était un peu par principe, tu comprenais. Parce que c'est une machine et que ça remplace un humain et que ça aurait dû être un humain et je veux pas écouter une machine me parler, quoi. Il y avait de ça. Il y avait aussi des gens, et ça, je l'admets tout à fait, qui disaient mais ça manque d'âme, et je suis assez d'accord. C'est souvent moi ce que je reproche à titre perso. Manque Après, je suis pas cette partie-là de vraiment l'évolution, mais souvent à chaque fois les exemples ont montré des prestataires qui font ça. T'as pas envie d'écouter ça pendant 5 minutes, quoi. Quelques secondes, pourquoi pas, mais pas 5 minutes, un article de 10 000 signes, non. Il y a un autre truc maintenant, c'est Notebook LM. Ouais. Tu sais, de Google. Ouais, qui te fait un podcast à 2 voix. Donc un homme, une femme qui discutent sur X sujets, puisque tu lui balances tes sujets, tu lui donnes tes sources, tu peux lui balancer 25 PDF et il te sort un truc qui est tout à fait audible. C'est très sympa. Mais et j'en ai parlé avec un ami podcasteur aussi. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que on retient moins finalement l'information, alors que c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour qu'on puisse accéder facilement. Mais c'est ça, il manque ce côté humain, ce côté reptilien, qui est que même si on se fait prendre au piège et on est pris par le sujet, donc on oublie finalement que c'est une IA qui parle, et même malgré ça, il y a une espèce de chose... Un lien qui ne se crée pas. Il y a un lien qui ne se crée pas. Il y a quelque chose qui passe pas. C'est assez étrange. Ouais, c'est assez intéressant. Mais peut-être qu'on va s'habituer et peut-être que... la qualité aussi aidant, etc. C'est déjà d'un très très bon niveau quand même. C'est vraiment, tu sens qu'il y a des respirations, il y a des rires, il y a des etc. C'est incroyable. Ouais. Mais je pense aussi que nous on a un chemin à faire. À une époque, on ne supportait pas, enfin les boomers, encore eux, qui ont connu par exemple les journaux papier, comprenaient pas qu'on pouvait lire tous les jours de l'actualité sur un écran. Oui, et aujourd'hui, y compris des longs formats. Tu vois, souvent on m'a reproché en disant je vois pas aujourd'hui comment on peut sur un écran lire un livre et alors que tout le monde le fait. Oui. Donc, évidemment. Il y a aussi, nous, humains, on a une part du chemin à faire. On a une partie du chemin à faire. La résistance un peu au changement. L'IA a une part du chemin à faire également de son côté, en fait. C'est clair. Est-ce que tu as vu dans d'autres médias, en dehors du monde numérique, des expérimentations, des choses qui t'ont intéressé, qui t'ont dit « Ah tiens, ça c'est pas mal en termes d'utilisation de l'IA ». On a un peu évoqué sur le podcast, mais est-ce que toi, tu as vu des choses qui t'ont intéressé ? Alors, j'ai beaucoup discuté avec effectivement des confrères journalistes qui sont dans différents médias et qui, ça y est, utilisent l'IA. Après une période quand même, parenthèse, mais quand ChatGPT est arrivé, moi ça me faisait marrer. C'était « Ah, mais ça c'est le diable, n'y touchez pas, c'est interdit ». Ouais, il y a eu ça quelques mois. Je pense que ça s'est vite calmé et il y a eu des bonnes expérimentations. Ouais, mais ça m'a énervé sur le principe. Oui. Toujours cette réaction de frilosité, de négativité, voilà, bref. Et aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de rédactions qui l'utilisent, soit qui ont déployé des choses à grande échelle. Alors, je crois que l'un des plus avancés, c'est les titres du groupe Ebra. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils viennent de faire une espèce de... Il y avait un article sur c'est l'INA, aussi de l'INA. Sur l'INA, ouais. Qui fait... Métamédia.
voilà, qui fait une espèce de retour d'expérience, de cette expérience chez Ebra, et qui a donc été fait à grande échelle. Et ils l'ont vraiment utilisé pour faire du secrétariat de rédaction, en fait. Donc, réécrire des titres, réécrire des articles, surtout dans la PQR, la presse quotidienne régionale, ça a beaucoup de sens pour tous ces contenus qui viennent... Des correspondants. Voilà, qui ne sont pas des journalistes. Qui sont soit des retraités, des amateurs, à qui on demande un rapport sur... conseil municipal, un concours sportif, de pétanque, etc. Qui ne sont pas des journalistes, forcément. Mais ils ont l'info. Donc, ils ont le score, les noms des gens, les temps forts du truc. Tu mets tout ça dans ChatGPT ou dans Copilot et ça marche bien. Et apparemment, quand tu lis le rapport d'Ebra, c'est quand même très positif parce que les gens disent il fait en 15 secondes ce que je ferais en 1 heure, évidemment. Le résultat est vraiment bien, mais il y a un mais, c'est que un humain est toujours obligé de repasser par derrière. Ouais. Bon. Ce qui est plutôt une bonne chose. Là, voilà. En tout cas, au moment où on se parle, je vois 2025, ce sera pas forcément le cas encore dans quelques années, je sais pas. Et il y avait aussi un truc quand même qui était intéressant, c'est le fait que ne l'utilise pas trop parce que ça a tendance quand même à tout uniformiser. Oui, alors ça c'est le problème. Et que les bons papiers... Ouais. En fait, tu perds en qualité en les passant dans ChatGPT parce que quand c'est très incarné, qu'il y a un ton, qu'il y a de l'humour, qu'il y a des choses comme ça, tu perds cette qualité-là. Tu peux affiner ça. Tu pourrais. Mais ça demande beaucoup de travail. Il faudrait par journaliste un prompt qui dit voilà c'est tel journaliste, voilà comment il écrit d'ordinaire, etc. Parce que tu peux le faire avec des écrivains. Ouais. Tu dis écris-moi une nouvelle dans le style de Balzac ou de Victor Hugo, il sait faire. Ouais. Ou d'un rappeur ou je ne sais quoi. Donc il saura le faire aussi pour des journalistes. Mais ça demande du travail. Mais ça, c'est l'étape d'après, pouvoir personnaliser vraiment le style, en fait. Ouais, et ça, je sais pas après comment les médias iront là-dessus. T'as vu d'autres choses dans d'autres médias, que ce soit dans les CMS ou des choses entièrement générées par IA, peut-être? On pourrait parler des sites qui sont entièrement générés par IA, mais aujourd'hui, c'est un peu le fond du panier, quoi. C'est l'horreur. J'ai plus les titres en tête, les noms en tête, mais il y a des sites qui font ça, qui produisent de la news de manière totalement automatisée. Ouais. J'avais reçu je sais plus le prénom en tête, qu'il m'excuse, je vais le retrouver, mais de rédacteur en chef de Next, qui a publié une enquête en partenariat avec Libération, où justement, ils identifiaient une centaine de sites entièrement générés par l'IA, ou certains très, très fortement influencés par l'IA et qui viennent complètement polluer les résultats de recherche, les Google News, etc. C'est horrible parce qu'il y a des erreurs là, il y a des trucs complètement inventés. Et puis c'est la meilleure machine pour fabriquer des fake news. Et puis il y a aussi le côté offensif de ça. Ouais. Hein. On sait qu'il y a vraiment des campagnes. On parle de guerre hybride avec les offensives de la Russie et de la Chine qui ne se privent pas pour nous inonder de fake news qui sont faites et fabriquées par ce genre de site. Exactement. En plus, quand il y a un agenda politique derrière, c'est encore un autre sujet. C'est Alexandre Laurent. Désolé Alexandre si tu m'écoutes. C'était en plus une très belle enquête d'un très beau média. Parce qu'effectivement, on en voit quand même de plus en plus des contenus entièrement générés par l'IA. Là, je parlais de vidéos tout à l'heure avec VO3, etc. Je sais pas, est-ce que ça t'inquiète, toi, quand même, de voir un peu la profusion, justement, avec la facilité avec lesquelles ils sont produits. Tout un chacun peut demain inventer complètement, changer le narratif de tout ce qu'on veut. Alors moi, ça m'inquiète pas du tout. Ça me questionne, mais il y aura... ça, c'est l'histoire de la tech depuis le début. Plein d'effets pervers, mais à l'arrivée aussi, plein de choses positives. Donc oui, on va souffrir, on va avoir ce genre d'artefacts, de problèmes, de dommages collatéraux. Mais à l'arrivée, moi je vais te dire, à ma petite échelle, j'aimerais aujourd'hui aller plus loin encore. Et j'aimerais être le grand patron d'un média qui fonctionnera tout seul. Quasiment tout seul, mais avec ma patte, sous mon contrôle, etc. Et donc, je pense que non, il faut surtout pas s'en inquiéter. Alors après, si on ramène ça à l'éternelle question, oui, mais ça va remplacer des emplois, ça va remplacer des métiers, etc. Ça, c'est dans tous les domaines, pas que dans les médias. Bon, ça, il faut arrêter. Oui, l'IA va remplacer des métiers, mais comme toutes les avancées technologiques ont remplacé des métiers. Je vais pas te refaire le coup du poinçonneur de métro, mais depuis les ludites qui ont été remplacés par la machine à tisser, et toute opposition à ce mouvement-là, elle est vaine. Elle est vaine. Et on sait très bien que l'histoire, c'est la création destructrice schumpeterienne. Donc, ça tue quelques métiers, mais ça en crée d'autres.
Évidemment, à l'échelle d'individus et d'une génération, ça fait mal. Ouais. Ça peut faire mal. Et c'est là où les pouvoirs publics où les entreprises doivent accompagner avec de la formation, avec du soutien social, etc. Mais à l'échelle d'une économie globale sur une longue période, c'est que du positif. Parce que derrière ça, c'est de la pénibilité qu'on enlève. Moi, quand j'ai commencé à la radio, je vais te dire, tu vas te dire vraiment, il est vraiment boomer lui, mais il y avait des dactylos, j'ai connu des dactylos, c'était RTL notamment, il y avait des dames qui arrivaient à 4h du matin pour que les présentateurs leur dictent ce qu'ils voulaient dire à l'antenne, et puis elles écoutaient aussi toutes les interviews qui avaient été faites dans la nuit, et elles les écrivaient pour que le présentateur puisse les lire et qu'il n'ait pas à s'embêter à les écouter. Ouais. Bon, tout ça, ça a disparu. En plus, après, moi, je suis à France Info, qui était un peu la Formule 1 de Radio France, où ils ont balayé tout ça. Il n'y avait plus de monteurs, les journalistes montaient eux-mêmes. Il n'y avait plus de dactylo, évidemment, et le numérique est arrivé. Donc ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Bien sûr, pour que les quelques tu l'as dit à l'échelle d'un humain, oui. À l'échelle d'un humain, évidemment, que ça peut être un drame. Mais Amazon qui est en train de mettre des robots partout dans ses entrepôts, mais évidemment qu'il va mettre des robots. Mais il y aura moins de gens qui vont se casser le dos, il y aura moins de gens qui feront des emplois 3-8 ou machin. Qui feront des métiers pas très intéressants. Voilà, donc ça, c'est éternel, cette histoire-là. Donc moi, ça m'inquiète pas du tout. Après, sur la qualité de l'information et sur toutes les conséquences du point de vue plutôt lecteur, plutôt public, est-ce qu'on sera mieux informé avec tout ça? Est-ce qu'on aura accès à plus d'informations? Franchement, l'histoire récente nous prouve qu'on croule sur l'information et qu'on n'est pas plus intelligent. Non. Le débat public n'est pas plus élevé et pas plus intellectuel et pas plus de meilleure qualité qu'avant. Et j'oserais même dire au contraire. Ouais. Donc oui, ça, c'est les effets pervers. Les réseaux sociaux ont créé des torrents. Enfin, il a réussi à fédérer tous les conspirationnistes. Bon, ça, c'est le mauvais côté. Mais il n'empêche que cet accès à l'information pour les jeunes aujourd'hui je veux dire, les gamins, ils ont besoin d'un truc, d'apprendre des maths, de la physique, de la chimie, n'importe quoi, de l'économie. C'est YouTube. Ouais, j'ai vu passer c'est ChatGPT. C'est devenu le premier prof du monde, YouTube. C'est incroyable. C'est génial. Moi, j'ai découvert ça avec mes enfants et effectivement, ils se sont formés. Je me demande pourquoi je leur ai payé des études, Ouais, parce que... c'est une vraie bonne question qui revient assez souvent. En fait, on le fait parce que c'est obligatoire, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure manière d'éduquer, de donner du savoir aux enfants, quoi. Et c'est ce qui est fou de se dire comment ça pourrait changer complètement des paradigmes demain sur l'éducation. Et la nouvelle étape, c'est l'intelligence artificielle par rapport à l'enseignement. Alors moi, c'est pas mon sujet, je connais pas bien, mais j'en ai souvent parlé dans mon numérique. J'ai fait pas mal d'interviews par rapport à ça, et ça pose plein de questions parce que ça, moi, j'en veux beaucoup à l'éducation nationale. Enfin, début 2023, ChatGPT était là depuis 3 mois. J'ai multiplié les interviews et les papiers pour dire mais j'espère que dans les ministères on a fait une cellule, on est à fond, qu'ils ont allumé les gyrophares et qu'ils sont à fond là-dessus. On est 3 ans après, il se passe rien. Dans les écoles et dans les universités, il y a des profs qui sont désemparés, ils savent pas quoi faire parce que ils donnent des devoirs comme on leur a appris à faire, et les gamins ils font ça à la maison, ils le font faire par ChatGPT, ça n'a plus aucun intérêt. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Plus personne. Ils tournent à vide. Ouais. Les élèves et les profs. Sans compter les effets pervers de les élèves, les bons élèves qui eux font vraiment le travail et on les saque parce qu'on les soupçonne d'avoir travaillé avec ChatGPT. J'ai eu ça la semaine dernière avec ma fille. C'est incroyable. Il a levé 3 points, elle est revenue dessus en disant ce genre de et pourtant je sais parce que ma fille utilise mon compte sur ChatGPT, donc j'ai l'historique, donc je vois des fois les conneries qu'elle fait avec, mais là en l'occurrence, et effectivement les profs ils savent pas. Si c'est trop bien, ils se disent non mais ça c'est pas possible, ça peut pas être toi, et en fait tout ça n'a peu d'intérêt. C'est un tsunami, non, l'enseignement. C'est un tsunami, effectivement, et là pour le coup, parce que j'allais te poser justement si tu voyais des usages dans la maison, la santé, l'éducation. Là, tu viens de parler de l'éducation, c'est un vaste sujet, mais effectivement en France on est un peu à la ramasse par rapport à ça, quoi. Il y a un vrai... C'est pas simple, Non, bien sûr. Je dis pas que c'est facile, mais il faut que. Le constat est là, c'est qu'aujourd'hui, il y a ces 2 mondes qui cohabitent et qui n'ont plus aucun rapport. On te demande de faire des devoirs, ça n'a plus aucun intérêt. Pour citer encore Luc Julia, qui a pas mal travaillé sur des startups pour faire des applications de formation, formation d'apprentissage des langues, etc. Et il dit, mais oui, il faut prendre l'intelligence artificielle comme l'objet. C'est-à-dire que au lieu de dire tiens, je vous pose 3 questions sur Victor Hugo, vous rentrez chez vous, vous faites votre dissertation, évidemment ils vont utiliser ChatGPT, on le fait ensemble.
que nous dit ChatGPT, comment on le critique, comment on remet en perspective, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai, et c'est tout ça. Ouais. Il faut le prendre comme objet du truc en fait. Oui, c'est même pas, c'est faut l'intégrer dans l'équation. Mais comme c'est pas juste on fait des devoirs en classe sans ChatGPT, c'est on l'intègre dans l'éducation comme outil et comme un objet, quoi. Tout à fait. Et on fait pas comme Sciences Po qui avait interdit ChatGPT au départ. Oui, mais c'est une manière de protéger les profs, c'est tout. Hein. Oui, mais ça fait pas gagner de l'avance dans cette. Ah bah non. Dans cette, j'allais dire compétition internationale, pas de compétition, mais en tout cas dans ce côté où tu l'as dit, c'est inéluctable quelque part, donc autant l'embrasser et l'intégrer le plus tôt possible, quoi. Évidemment. T'en as rapidement parlé là sur la régulation. Effectivement, c'est même presque un mème sur Internet. Hein. Les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens régulent. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, hein? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'il faut une IA européenne? Oui. Bon, forcément, oui, je pense que tu penses ça. Faut en faire plus. Pourtant, ça nous protège un peu. Oui, ça nous protège, mais à quel prix? À quel point? Je suis pas anti-régulation, pas du tout. D'abord, moi, je suis anti ni pour rien. Enfin, à titre personnel, peut-être, mais bien que je sois un garçon assez consensuel et modéré, mais dans ma manière de présenter l'actu, et ça je le fais depuis France Info, j'essaie quand même d'être assez neutre, ou en tout cas pluraliste, de montrer les différentes facettes d'un problème, parce que tout n'est pas tout blanc ou tout noir dans la vraie vie. Et donc, est-ce qu'il y a trop de régulation? Ouais, je pense qu'il y en a un peu trop. Malgré tout, regarde... Des trucs tout bêtes, mais les bandeaux qui t'avertissent que tu vas avoir des cookies sur... On passe notre temps... Le consentement. Ouais, bien sûr. En termes d'expérience utilisateur, c'est infernal. C'est infernal. Voilà. Après, mais bon, en même temps, quand tu vois qu'il y a 800 trackers que tu vas accepter et qu'il y a 800 trucs qui sont posés, partenaires, oui, etc. Mais la question, le problème qui est identifié est réel, mais la réponse n'est pas bonne. Il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que ça a véritablement permis de rétablir une concurrence qui était sans doute malmenée en Europe, où tu as des très gros qui peuvent truster tous les marchés et tu as des plus petits qui ont beaucoup de mal à se faire une place au soleil? Est-ce que le fait de donner le choix entre 10 navigateurs quand tu achètes un ordinateur neuf a vraiment permis à des petits de se faire connaître? Sans doute un petit peu dans une certaine mesure. Donc, c'est pas qu'il faut pas de régulation. Moi, je suis pas du tout un libertarien extrême, mais le problème, c'est sur l'IA, on est allé trop vite, en fait, et donc on est allé trop loin. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est les startups d'IA on leur impose des contraintes pas possibles. Ils doivent, au moment où ils développent une solution d'IA, réfléchir à si une utilisation détournée, lointaine de leurs produits ne permettrait pas éventuellement de faire quelque chose d'interdit. Et donc, du coup, ils vont devoir intégrer cette contrainte dès le départ. Quand tu es une start-up, que tu es 5 personnes, surtout en France, c'est pas des grosses équipes. Une start-up aux États-Unis, ça démarre à 100 personnes. Une start-up en France, ça démarre à 3 ou 4. Hein. Donc, c'est pas les mêmes moyens. Et t'as pas les moyens, quoi. On n'a pas les moyens. C'est un peu, ça c'est un problème global français et européen. C'est qu'on met toutes les entreprises sur le même plan et on a l'impression que toutes les entreprises ont un service de compliance, un service juridique, je parle pas des questions de RH et autres, etc. Donc ça met des lourdeurs à la fois de process et à la fois réglementaire, des obligations légales à respecter pour des petites entreprises qui vont passer sur une journée de travail 70% de leur temps à réfléchir si elles sont dans les clous et 30% à créer et à innover. Donc là, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'AI Act, qui au départ, moi le premier, je trouvais que c'était une bonne idée. J'avais fait une interview de Thierry Breton là-dessus et tout. Aujourd'hui, on est en train de dire, oui, mais alors bon, pour rattraper le retard, on va un peu geler l'AI Act, on va l'alléger, on va l'élaguer parce que... ça nous bride trop. Exactement. Donc c'est tout le problème de la réglementation. Voilà. On est quand même dans une situation hyper difficile. On a du retard, nous les Européens, technologiquement, qu'on n'arrive pas à rattraper. Et en même temps, on a des super trucs, on a des pépites. Mais quand ça réussit, quand ça devient des vraies réussites, c'est le problème de passer de start-up à scale-up, elles n'ont qu'un seul salut, c'est de se faire racheter par un groupe américain. Est-ce que la réglementation peut éviter tout ça en ayant l'air de rétablir une concurrence à la base? L'histoire prouve que non. L'histoire montre que non.
Donc c'est ça le truc. Donc tu es assez pessimiste quand même sur l'émergence d'un grand champion européen, français ou européen en l'occurrence, d'IA ou... Cette question que tu me poses, c'est la question que moi je pose à la moitié de mes invités, parce que c'est la vraie question. Et en même temps, il y a des trucs tellement formidables en France. Mais les problèmes, on les connaît. On n'a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de puissance financière d'investissement. Il n'y a pas assez d'opportunités de sortie aussi financières. Tu es un jeune entrepreneur, tu montes une start-up, tu veux devenir riche, tu veux devenir millionnaire. Putain, mais c'est pas une honte de vouloir devenir millionnaire. Non, bien sûr. Tu vas aux États-Unis, parce qu'en France, oui, il y en a qui le sont devenus, et tant mieux pour eux. Mais c'est une poignée de gars. C'est pas la même culture, c'est sûr. Tu as beaucoup plus de chances d'y arriver aux États-Unis. Et donc, est-ce qu'on arrivera un jour à rattraper ce retard ? Franchement, j'aimerais, mais je pense que... Moi, j'avais un bon... Enfin, paradoxalement, je pensais que l'arrivée de Trump, et je n'étais pas le seul à penser ça, mais allait un peu nous forcer à nous ressouder au niveau européen, dans des tas de domaines. Ouais, mais souveraineté. Alors, c'est pas ce qui arrive, mais c'est ce que tout le monde dit. Je vois des articles, formidable opportunité, j'ai cru. Voilà, dans l'adversité, serrons-nous les coudes. C'est le moment. C'est le moment. Oui, mais en fait, rien. On le fait pas. Non. On le fait pas, parce que chacun est dans sa baronnie, chaque pays joue sa carte. Sur l'IA, regarde, la France a fait le sommet de l'IA, qui était un peu un copier-coller de ce qu'avaient fait les Anglais. Ok, c'est très bien, mais il est où le sommet de l'IA européen ? Voilà, chacun joue perso. L'Europe fonctionne pas très bien, elle fonctionne pas bien, l'Europe, c'est sûr. Et pourtant, c'est tellement fantastique et c'est un potentiel énorme. C'est le plus gros marché du monde. Enfin, non, peut-être pas du monde, mais c'est plus gros que les États-Unis. T'as vu des belles choses européennes, justement? T'as reçu des belles technos, alors même françaises. Évidemment, on pense toujours à Mistral parce que c'est le plus connu, etc. comme en avant. Est-ce que t'as vu des beaux produits ou des belles technos, la française, autour de l'IA générative? Écoute, il y a des... sur l'IA... alors Mistral, en plus, j'allais dire une méchanceté sur Mistral, mais quand tu vas aux États-Unis et tu discutes avec... ils te disent, ouais, Mistral, ok, d'accord, mais bon, quand tu regardes les benchmarks, ils sont pas au top du top, hein. Et c'est le cas. C'est une réussite. Je regarde pas les benchmarks de... Non, moi je passe pas mon nez sur les benchmarks d'intelligence artificielle, mais ils sont pas... Oui, c'est tout petit, en fait, ils les regardent à peine, quoi. Mais en termes de performance, c'est pas les meilleurs modèles. C'est un problème. Aujourd'hui. C'est pas pour casser Mistral, hein, mais... Non, sinon, il y a ce que fait QTile, là, mais c'est de la recherche, genre c'est de l'open, de la recherche ouverte. L'open innovation. Xavier Niel. Exactement. Bon, ça a l'air... Mais c'est amusant parce qu'ils ont fait un modèle vocal qu'ils ont sorti très peu de temps après le ChatGPT vocal, quasiment presque en même temps. Le truc est encore mieux que ChatGPT mode vocal, le voice mode, c'est-à-dire qu'il répond à toute vitesse. Et c'est formidable. Mais il répond même trop vite, t'as pas le temps de finir ta phrase. Il te répond déjà. Non, j'ai pas vu. Il te répond déjà. Et puis... C'est du prédictif. C'est ce que tu ouais, c'est impressionnant. Bon, mais de toute façon, ce n'est qu'un objet de recherche pour l'instant. Il n'y a pas encore de trucs. Mais bon, donc il n'y a rien qui me saute comme ça. Mais c'est un peu révélateur quand même. Ouais, enfin pas forcément. Peut-être que je vais sortir de l'interview. Je dis mince, pourquoi j'ai oublié de parler de ça? Parce qu'en fait, c'est génial. Et je le rajouterai dans les notes si vous écoutez cet épisode. Non, mais si Jérôme nous trouve des choses, on les rajoutera. Voilà, exactement. On arrive au bout de cet épisode, Jérôme. Est-ce que on a parlé un peu de ton podcast? Est-ce qu'il y a un épisode ou un invité un peu marquant que tu nous recommandes, que tu as envie de nous recommander? Écoute, j'en ai plein sur l'intelligence artificielle et notamment... Alors si t'es dans les médias justement, tu vois, t'es dans les médias et que le sujet de l'IA t'intéresse. Ah oui, le côté IA et médias. Sur l'information, sur les fake news. Oui, j'avais fait des interviews de Bernard Benamou qui... je sais pas si tu vois qui c'est. Non, je vais pas dire de bêtises de ce nom. Alors, j'allais dire, le nom me parle, mais en même temps, Benamou, il y en a des... Alors, aujourd'hui, il dirige un truc qui s'appelle l'Institut de la souveraineté. Voilà, il gravite un peu dans les ministères. Il a une assez bonne vision surtout toutes les mécaniques de désinformation et autres, et de ce que l'IA peut... Alors, c'est presque plus le côté négatif, ça, de l'intelligence artificielle. Sur le côté positif, j'ai interviewé 2-3 startups, mais c'était pas super rigolo. Il y avait des... Enfin, c'était rigolo, mais c'était pas
très sérieux, quoi. Ça peut pas trop déboucher. Ouais. Non. C'est le problème souvent un peu des startups, quoi. Non, après, j'ai fait des interviews des gens d'OpenAI, c'est quand même intéressant parce que c'est eux qui sont au sommet de la vague aujourd'hui. Donc, soit Romain Huette ou Arnaud Fournier, là, qui vient de prendre la direction du bureau de Paris. Ouais. C'est intéressant d'avoir leur vision. Ça, c'est à écouter. Alors, c'est des Américains, ok. Non, eux sont français, mais la boîte est américaine. Ouais, mais en même temps, OpenAI, c'est quand même, quoi qu'on dise, je sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est quand même ceux qui innovent le plus, qui sont bien sûr, les plus performants et qui sont en train de s'installer. Bien sûr. Je pense que je demande à mes enfants une autre IA, et je pense qu'ils en connaissent pas. Pour eux, il y a que ChatGPT. J'entendais un sketch hier d'un humoriste qui s'étonnait parce qu'il venait de découvrir qu'il y avait une IA qui s'appelait Claude. Ouais. Oui, Claude d'Anthropic, ça existe depuis 3 ans. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas connu. Non. Donc quand tu le découvres, à part quand t'es vraiment dans le milieu, etc. Et peut-être Gemini parce qu'ils sont quand même en train de pousser très fort en termes de pub, Copilot, grand public et Copilot pour ceux qui bossent dedans. Les entreprises. Mais sinon, effectivement, ChatGPT truste tout, truste les fonds, truste les usages, quoi. Malgré les efforts du président de la République pour mettre en avant le chat de Mistral, qui est sympa, qui est bien, mais voilà. Et Siri qui est à la ramasse. Mais sinon au niveau, qui se déclenche au moment où je te parle pour une fois. Voilà, pour une fois, au moment où t'en as pas besoin. Mais sinon, c'est amusant parce que l'épisode qui a le plus marché de toute l'histoire, depuis que j'ai lancé Monde Numérique, c'est une interview d'Aurélie Jean, et c'est sur l'éthique de l'IA. Alors, elle date un peu, cette interview, c'était il y a 2-3 ans. Mais je pense que les principes de base sont toujours les mêmes, et ça parle aux gens, et c'est les réponses à des questions qu'on se pose et qu'on a envie d'entendre vraiment sur les questions que pose l'IA et les réponses qu'on peut déjà y apporter sur comment corriger les biais, qu'est-ce que c'est que des biais, quelles sont les dérives, mais aussi évidemment les possibilités fantastiques de l'intelligence artificielle. Donc il y a cette interview qui marche toujours très bien. Je mettrai un lien vers cet épisode-là particulièrement. Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors évidemment, on te suit en écoutant ton podcast sur toutes les plateformes, mais sinon sur quoi on peut te contacter? Le plus simple, on va dire, c'est sur le site mondenumérique.info où on peut envoyer un message écrit ou même un message vocal, car nous sommes quand même dans l'audio, dans le podcast. Je reçois pas mal de messages vocaux d'auditeurs, c'est assez sympa, ça, c'est cool. Sur les réseaux sociaux, bien sûr, et puis voilà. Puis j'ai mis en ligne une formation sur le podcasting où je parle aussi d'intelligence artificielle, mais pas seulement, parce que sur toute la manière de comment fabriquer des podcasts, sur Formation Podcast Pro. Et tu as intégré justement tous ces process d'IA? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Tout ce qu'on peut faire avec l'IA, il y a pas, encore une fois, ça ne parle pas que de ça. Non, mais il y a un chapitre sur comment tu peux un peu gagner du temps, etc. À quoi peut servir l'IA, comment l'utiliser. Et puis, comme c'est un domaine qui évolue très très vite, si tu veux, on peut pas rentrer trop dans le détail parce que ce serait 3 mois périmé, après, c'est périmé. Quoi. Ouais, c'est clair. Ou alors, il faut que tu bosses régulièrement pour le mettre à jour. C'est ça. Et sinon, sur les réseaux sociaux, historiquement, c'était Twitter, mon réseau chouchou. Bon, là, c'est vrai qu'en ce moment, Twitter... on n'a pas parlé de Twitter et de Grok, justement. On aurait pu parler de Grok. Grok est excellent. Grok, oui. Et voilà, ça c'est le gros paradoxe. Ouais. Et même en termes d'information, moi je me suis surpris à faire des trucs sur Grok, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, tu poses une question à Grok, quelles sont les 5 news tech du jour, ou quels sont les gros sujets d'actualité, même au-delà de la tech, dans d'autres domaines. Il est étonnant. Il est super pertinent, il n'est pas trop biaisé. Au début, on disait ça va être la voix d'Elon Musk, ça va être la voix des complotistes et tout, mais c'est pas vrai. Pas du tout. Il est assez pluraliste. Et d'ailleurs, les gens ont compris parce que sur X, il l'interroge tout le temps. Ouais, je vois dans les fils. Grok, est-ce que cette vidéo est vraie? Grok, c'est quoi le contexte? Je trouve ça assez intéressant. Plus la fonctionnalité au-delà de ça, c'est génial. Voir en live comme ça, demander à vérifier une information de manière publique. Tout à fait. Et c'est là aussi où tu vois que Elon Musk, quand il a repris Twitter, donc il a bazardé la plupart des modérateurs. On a dit mais c'est scandaleux, il va faire fi de la modération, etc. Et il a réinventé la modération avec Grok. Les internautes eux-mêmes plus Grok, il a réinventé de la modération qui marche toute seule. Ouais. Alors après la modération, effectivement, tout n'est pas toujours de qualité, mais Grok a pris. Oui, non, tu pouvais signaler des contenus en disant important nuance. Attention, il dit ça, mais les faits. Tu as raison. C'est pas de la modération. Moi, je me mets surtout sur le terrain de l'information et de la désinformation. Ouais. Voilà.
c'est sur le problème de la désinformation qui est un sujet hyper touchy parce que tu as des zones qui sont grises. Ouais. Mais Grok est une brique intéressante pour répondre à ce problème face à la désinformation. Ouais, surtout si tu dis qu'il n'est pas trop biaisé. Non. Je sais pas, que je regarde s'il y a des tests. J'ai pas vu passer d'études vraiment qui disent c'est un poussées là-dessus, qui ni dans un sens ni dans l'autre. Mais à l'usage, je veux dire, c'est pas compliqué de voir que, et sur des sujets qu'on connaît, de voir qu'il est assez posé. Oui, et puis on le saurait, si vraiment c'était la voix d'Elon Musk, il y aurait eu plein de use cases qu'on aurait vu passer sur les réseaux. Voilà, il y a eu une histoire il y a pas longtemps, là, il faisait remonter une fake. Non, mais c'était X qui faisait remonter, c'était pas Grok. Moi, je me souviens plus en Afrique du Sud, où il y avait des blancs qui étaient attaqués, des fermiers, etc. Des fermiers qui étaient attaqués. Et là, il était sur X. Mais en fait, il remettait ça à chaque fois dans les réponses. Donc c'était un peu étrange, en effet. Oui, effectivement, je me souviens de ça, qui est un des sujets, effectivement, d'Elon Musk. Écoute, on a couvert pas mal de sujets. On arrive, comme je te le disais, au bout de l'épisode. On sait où te suivre désormais. Donc la dernière question, qui est un peu le gimmick du podcast, est-ce que tu as un truc cool à nous partager ? Qui peut n'avoir aucun rapport avec l'IA, ça peut être une recommandation de livre, de série, de ce que tu veux. Recommandation de livre, je vais recommander le livre de mon copain Luc Julia, le nouveau IA générative, pas créative, où il tire le fil de son premier bouquin qui était L'intelligence artificielle n'existe pas. Celui-là est encore mieux parce qu'il explique super bien et je trouve qu'il explique bien comment ça marche, en même temps c'est très accessible, il aborde tous les sujets, les perspectives de l'IA, les problèmes que ça pose, notamment environnementaux, les problèmes d'hallucination, etc. Qu'est-ce qu'on va en tirer ? Est-ce que les LLM sont vraiment le futur de l'intelligence artificielle ou est-ce qu'il y a des limites et de toute façon ça va plafonner ? C'est un peu ce qu'ils pensent, d'ailleurs, comme Yann Lequin et autres, que finalement les LLM c'est peut-être pas l'IA du futur. Et en plus, je trouve que cette notion d'intelligence artificielle qui n'existe pas, je pensais qu'elle était très répandue et je m'aperçois que non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement l'IA c'est une espèce d'outil et de bête mystérieuse, toute puissante, qui peut répondre à tout, omnisciente, alors que non, ce sont des algos qui traitent des stats dans des tableaux et c'est tout, ça va pas plus loin. Prédictif, ouais, exactement. C'est des trucs et il faut vraiment faire entrer cette notion-là dans la tête des gens pour ne pas s'imaginer des choses. Mais le problème, c'est comment tu l'expliques aux gens, parce que toi, t'es un sachant, t'es averti, t'en parles, et je pense que ceux qui t'écoutent, c'est un peu le cas, mais tu vois, on reparlait de l'école, je pense qu'il faudrait apprendre un peu à l'école ce genre de choses, tu vois, sortir un peu le côté boîte noire magique et expliquer un peu comment ça marche. Qu'est-ce que c'est qu'un chatbot ? Effectivement, ça pourrait faire l'objet d'un cours de techno, quoi. Hein. Ouais. Clairement. Puis t'as pas besoin d'en faire des tonnes. Non. En une après-midi, c'est plié. Ouais, hein. Clairement. Expliquer les grands principes, etc. Je pense que ça marcherait bien. Donc voilà, IA générative, pas créative. L'intelligence artificielle n'existe toujours pas, de Luc Julia. Achetez le livre dans une librairie. C'est toujours mieux que sur les grosses plateformes. Merci mille fois pour ton temps, Jérôme. Merci beaucoup, merci à toi, François. Un vrai plaisir. Et puis, ce que je te propose, c'est peut-être de revenir régulièrement, faire un petit point sur ces sujets. Pourquoi pas ? Il y a quand même toujours, comme tu l'as dit, toi, t'en parles tous les jours, mais ça change tous les jours. Il y a des nouveautés tous les jours. Donc, ça pourrait être intéressant de te faire revenir pour parler de ces sujets-là. Avec plaisir. Merci encore et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.